Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous, comme c'est le cas à toutes les semaines en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, merci. On a une belle émission aujourd'hui. On va parler évidemment du CF Montréal qui, hier soir, on enregistre le jeudi matin. Hier soir, a confirmé sa place en demi-finale du championnat canadien. A également gagné le week-end dernier au Stade Saputo 2-0 face au Fire de Chicago. On va revenir sur des grosses annonces en CONCACAF, des annonces qui vont bouleverser. Je ne sais pas s'il y a une connotation positive à bouleverser, mais j'irai avec ce mot-là à partir de 2023, les compétitions en Amérique du Nord. On va parler de ce qui se passe en Europe et on répondra à nos sujets chauds. Mais d'abord, Sid, on va commencer avec notre segment à domicile en parlant de ce match où il y a eu d'abord une belle ambiance à Halifax. Je pense qu'il faut saluer les partisans qui étaient là-bas. Une performance vaillante de la part des locaux. Wanderers qui ont pris l'avance 1-0 à la 27e. Après ça, Matko Miljevic, qui en était à ses toutes premières minutes avec le CF Montréal, a fait 1-1. Et c'est Balou Tabla qui est venu jouer les héros en toute fin de rencontre. 2 buts en 2 minutes à partir de la 90e pour finalement permettre aux hommes de Wilfrid Nancy de l'emporter 3-1 avec un paquet de gars qui étaient laissés de côté. Victor Wanyama, Romel Kyoto, Kamal Miller était sur le banc. Mathieu Choinière était laissé de côté, même pas sur la feuille de match. Même chose pour Georgi Mihailovic. Au final, dans une rencontre qui a été quand même compliquée jusque dans les tout derniers instants, est-ce que ça reste une opération réussie, Sid? De la part de Wilfried Nancy, je pense que oui, puisqu'il a eu, l'opportunité de, reposer sûrement les ses 3 meilleurs joueurs de la saison avec, des Kamal Miller, Victor Wanyama, Kyoto, et Mihailovic. Donc on a un groupe très, très précieux de joueurs qu'on n'a pas taxés, dans un match qui s'additionne, en cette fin de saison. Donc je pense que lui, il est satisfait. Peut-être qu'il aurait aimé que dans le contenu, on soit pas dans ce scénario où tu as besoin d'un but de Balou Tabla à la dernière minute pour te Ah ouais. qualifier. Mais c'est aussi, bon, la preuve qu'il y a des joueurs qui seront capables de contribuer en fin de saison. D'autres sur lesquels ça va être plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a quand même moins de temps de jeu, moins de rythme, c'est vrai que bien que l'écart était présent face à l'équipe d'Halifax et que ça s'est vu au fur et à mesure que la rencontre s'étirait, Avant. c'était pas non plus, si probant que ça, en tout cas durant la première demi-heure, même nonobstant le but marqué, par, Bent, je pense, si Ben, je ouais. m'abuse, Bent. Donc, ça, c'est vrai que c'était peut-être une preuve que la canadienne Première Ligue, va dans la bonne direction et propose, des choses très intéressantes. Ouais, mais on le répète par contre, il n'y a pas de Kyoto, pas de Wanyama, mais Mihailovic, Miller et compagnie. C'est quand même des gros, gros morceaux. Là, Sid, je ne vais pas te permettre. Je sais qu'on les ferme, les piscines, par les temps qui courent, mais là, tu es en train d'essayer de marcher autour de la piscine, de la contourner, puis tu nous dis qu'il y a des joueurs qui pourraient peut-être moins être disposés à contribuer sur la fin de saison. Les gens vont nous poser la question, là, Sid. Fait que je vais te forcer à sauter dans la piscine, même si ça commence à être verte un peu à l'automne. C'est qui, ces gars-là? Ben, on voit que, par exemple, au milieu de terrain, pour, Emmanuel Maciel, c'est compliqué. On Compliqué. on voit que pour Clément Bahia, il y a besoin de plus de jeu, plus de rythme. Mhm. C'est rien contre le talent de ces joueurs, Non, mais non. ils sont pas nécessairement dans une dynamique où ils ont, beaucoup joué et ça se voit durant certaines séquences où il y a vraiment du rythme. Par exemple, si on compare, la performance de Maciel avec celle de Piette, on a pu voir, à partir, je dirais un peu autour de l'heure de jeu, mais un petit peu avant, que Piette a physiquement, voulait vraiment sortir de ce traquenard. On voyait les Ouais. pressings qu'il faisait, les contre-pressings qu'il faisait, sa capacité à aller chercher le ballon directement dans les pieds de l'adversaire cette dimension physique athlétique, au-delà des différences, de profil entre les 2 joueurs, tu as pas l'impression que Maciel l'avait et c'est là où aussi on voit comment, la répétition de matchs, Mhm.
positivement influe un Piet peut faire. Et un autre exemple, un Sunusi Ibrahim, Mhm. physiquement, jusqu'à très tard dans le match, il est impliqué sur le but le premier but Ouais. de Balou. On voit qu'il est une coche au-dessus parce que c'est un joueur qui est dans la rotation de Wilfried Nancy. Il y a quand même certains qui le sont un peu moins et puis je trouvais que ça paraissait. Fut un temps, Jean, où on permettait à Marco Di Vaio et Alessandro Nesta d'aller faire un peu de shopping dans un avion différent du reste de l'équipe qui devait revenir d'un match, je pense que c'était à Chicago, rentrer sur Montréal, alors qu'il y a des joueurs qui avaient une exemption pour aller se promener un petit peu en Amérique du Nord. À ce moment-là, on parlait d'un feeling de deux classes de citoyens à l'intérieur de la même équipe. On comprend que tu as des gars qui sont payés 60 quelques mille et d'autres, comme Victor Wanyama, qui sont payés 3 millions. Mais quel genre de statement pour toi ça fait quand Wilfried Nancy décide d'amener des gars comme Wanyama, sachant, je présume qu'il savait en partant de Montréal, que Wanyama allait pas être sur la feuille de match à Halifax, mais il amène quand même le groupe complet pour vivre ça ensemble, le match de quart de finale et éventuellement les célébrations qui viennent après aussi pour accéder aux demi-finales. Qu'est-ce que ça dit sur la gestion de l'effectif? Puis est-ce que c'est juste quelque chose de symbolique qui n'est pas si important que ça ou tu penses que ces moments-là peuvent vraiment. On s'entend que Victor Wanyama, là, il a joué à Celtic Park, il a joué à Tottenham. Aller faire un tour au Wanderers Ground, c'est peut-être pas la destination à laquelle il a rêvé toute sa vie, mais pour ce que ça fait à tisser des liens avec l'équipe, est-ce que c'est majeur pour toi ou c'est juste un élément Ouais. parallèle qui est un peu marginal? Non, non, c'est majeur, c'est important parce que d'abord, il est là pour ça. Il est là pour ça parce que son statut de joueur, ouais, il a un passé qu'il a amené à jouer, effectivement, comme tu dis, à Anfield, en finale de Coupe d'Europe, etc. Mais là, il est là, il s'est embarqué dans un projet qui va lui demander ce genre de sacrifice, entre guillemets, en tout cas de situation dans laquelle il va laisser un petit peu son vécu, quoi, non, son ego de côté et que son vécu, par contre, va être important. On t'a embauché pour ton vécu parce que tu représentes, parce que tu as un bagage qui va permettre d'aider l'équipe et de la tirer vers le haut. Donc, c'est exactement ce genre de système, de situation dans lequel tu vas avoir besoin de lui, même s'il ne joue pas. Il doit clairement faire partie du groupe. C'est beaucoup plus que symbolique. C'est montrer qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas. Maintenant, on est dans une situation où il n'y a pas deux classes de joueurs. Vous êtes embarqué, vous n'avez pas un passe droit. Et pendant que l'équipe va passer 48 heures à Halifax, vous allez faire des courses à New York ou n'importe quoi. Non, mais c'est clairement ça. Tout le monde est dans relativement. Il est certain qu'il y a plusieurs situations différentes pour des joueurs différents avec des statuts et des salaires différents. Mhm. Mais au bout du compte, il y a quand même une base qui est le groupe vit ensemble, le groupe se déplace ensemble, le groupe a les mêmes victoires ensemble, que ne pas solliciter ces gars-là, au moins pour le déplacement, c'est créer une sorte de double vitesse qui n'est pas bonne, d'autant plus que tu vas en avoir besoin éventuellement pour le tour suivant contre Forge, que tu en auras peut-être besoin pour au moment d'aller en finale. C'est une implication au niveau de la compétition et aussi au niveau du groupe. Donc, je pense que c'était le seul choix raisonnable à faire actuellement. Il n'y a pas, on n'est plus dans une situation où il y a deux classes de joueurs, les joueurs pour les gros matchs, les joueurs pour les matchs courants. Sid, est-ce qu'on est en droit de s'exciter pour le retour de Balou qui marque 2 buts? C'est une réussite totale. Sa performance n'a pas été parfaite, loin de là, mais quand même, marquer 2 buts, dont le but vainqueur est celui qui donne un coussin, les deux de manière aussi dramatique, 2 beaux buts. Il s'était créé une ou deux chances de marquer auparavant. Quel espoir tu fondes sur sa présence sur la fin de saison? C'est un petit échantillon, mais reste qu'il est de retour. Il a laissé sa marque sur cette rencontre-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est positif. On aurait même aimé voir Lapalainen peut-être trouver le fond du filet, mais je parlais un peu Mhm. de ces joueurs en manque de rythme. On sent que c'était moins juste de sa part, bien qu'il fait la passe décisive sur le troisième but de Montréal. Donc lui, du côté de Balou, c'est bien juste de le voir en santé, de pouvoir voir courir maintenant à lui de continuer ce qu'il fait. Je l'ai beaucoup travaillé aux entraînements
vraiment, et à plusieurs moments, travailler seul avec Jules, comme des préparations physiques de retour, c'est compliqué. Le groupe s'entraîne à côté, et toi tu fais vraiment des exercices très très spécifiques, très physiques, très éprouvants. Et lorsque tu penses que tu es proche d'un retour, parce que parfois tu touches un petit peu de ballon, mais tu peux pas faire les parties avec Mhm. contact. T'es proche, mais t'es loin. C'est mentalement très éprouvant, et le voir travailler, comme je vois aussi travailler un Torkelson, c'est toujours vraiment, voilà, ça montre que mentalement, c'est beaucoup d'efforts pour revenir au jeu. Je pense que les gens ne soupçonnent pas ça. Parfois, je vois quelques commentaires. Dans deux, trois matchs, il sera blessé. Parfois, tu te dis, guys, peut-être que un peu d'empathie, parce que c'est pas quelque chose qu'il souhaite. C'est pas, il fait pas des choses en dehors du terrain pour arriver dans ces situations-là, et il travaille fort lorsqu'il est sur avec le groupe. Maintenant, voilà, c'est le monde professionnel. La qualité numéro un, c'est rester en santé. À lui de faire Mhm. tout ce qu'il y a à faire pour ça. Mais c'est bien que il y ait d'autres, sachant qu'on a perdu Mason Toy du côté du CF Montréal, que Björn Jansson c'est plutôt compliqué. C'est bien de voir que peut-être mettre la mise en concurrence de Lapalainen, Toy et Ibrahim va permettre autour de Mihailovic et de Kyoto d'avoir une dynamique offensive positive. Pour moi, c'est même pas les 2 buts de Balou, c'est même pas son retour qui ont été les plus marquants, c'est son discours après la rencontre. Balou, on avait toujours un feeling que c'était: «Je suis pas compris, vous savez, je suis jeune, ouais, c'est compliqué, ouais». Là, c'était pas ça. C'est un gars de 22 ans qui parle de reconnaissance pour l'opportunité que le coach lui donne, qui parle de travail, qui parle de ses objectifs sur la fin de saison. Sa réponse, c'est d'aider l'équipe. C'est un gars qui est en mode qu'est-ce que j'ai à donner plutôt que qu'est-ce que j'ai à ramasser de la table qui est devant moi. Et ce que je pense, c'est que c'est un gars qui a vu les opportunités partir, celle de l'Espagne, par exemple, avec le Barça. Là, on commence à être loin, hein, s'il vous plaît, d'un transfert pour Balou. Et aussi, pour moi, il y a un exemple marquant, un gars qui est plus vieux que lui, mais c'est Anthony Jackson Hamel. Anthony Jackson Hamel, il y a eu une grosse saison en 2017, puis après, ben, ça n'a jamais été euh, ce qu'on attendait. Il n'a jamais été capable d'aller au-delà de ça pour un paquet de raisons, tantôt des blessures. De ce qu'on comprenait, c'est qu'il y avait un travail qui n'avait pas été fait il y a quelques années en réhabilitation qui a toujours rattrapé Anthony Jackson Hamel. L'entourage aussi. Pour moi, il y a des parallèles importants à faire entre les deux. Et là, de voir que Jackson Hamel prend sa retraite, à mon sens, plusieurs années avant ce qui aurait dû être sa retraite, s'il y avait eu un encadrement ou une volonté de se faire mal, peut-être, au sens figuré, un peu plus qu'il le fait. Si on a été capable d'utiliser ça comme exemple pour faire passer le message à Balou, un message qui, à mon sens, juge de l'extérieur, n'était pas passé encore avant le début de saison, chapeau, parce que ça pourrait vraiment être un bel ajout sur la fin de campagne. Parlant de bel ajout, Jean Gounel, sur une échelle de 1 à 10, la Leagues Cup est excité comment? À partir de 2023, un mois complet où il n'y a rien dans le calendrier de la MLS, il n'y a rien dans le calendrier de la Liga MX. On prend les 18 clubs du Mexique, on prend ce qui sera éventuellement les 29 clubs de MLS, on met tout le monde dans un melting pot, un tournoi à finir sur un mois, un tournoi annuel avec à la clé 3 places qui vont donner accès direct en Ligue des champions. Il y a tellement d'éléments à analyser puis à prendre en compte. On a souvent parlé qu'on essayait de nous passer en travers de la gorge cette relation-là avec le Mexique. Mais là, on comprend c'était quoi l'objectif final. Jean, d'abord avec toi, on ira assez d'après. T'en penses quoi? Bon, intérêt 3. Ça va Sérieux? changer. Non, 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 honnêtement, Ah, wow. bon, Hey, là, actuellement, ça il va être existe. intéressant. Vas-y, mon Jean. Là, actuellement, il y a des compétitions qu'on nous a, quoi, des compétitions? Une Leagues Cup et une Champions Cup qu'on nous a mis déjà là-dedans, qui sont des grudge matchs, hein, pour essayer de créer une Ouais. rivalité. Et clairement, évidemment, parce que c'est l'idée derrière tout ça, et depuis des années, d'aller chercher un marché qui est monumental, qui est Mhm. le marché mexicain aux États-Unis, qui représente des millions de personnes, qui est un marché fort, et que la MLS cherche à aller chercher depuis des années, que ce soit en créant Chivas USA,
ou en faisant la promotion de tournées de l'équipe nationale mexicaine, etc. Donc, on fabrique une sorte de grudge match là, pour essayer de créer une rivalité en plus de ce qui existe déjà en Ligue des Champions. Personnellement, je trouve que c'est superflu. Maintenant, je comprends la réalité fait que il faut faire mousser un petit peu ça, d'autant plus qu'il y a la menace actuellement de voir ces clubs mexicains partir plutôt vers la Copa Libertadores, où il y a, au Mhm. niveau financier, au niveau des droits télé et au niveau de l'enjeu sportif, clairement une ouverture nette. Les clubs mexicains ont déjà joué en Copa Libertadores, ça a bien été d'une façon générale, et ils envisagent de revenir. Donc il faut essayer de fermer cette voie-là et de leur offrir quelque chose d'intéressant. Et clairement, ce nouveau tournoi sera intéressant. Pour moi, c'est un monstre, c'est monumental. T'impliques tout le monde, format, groupe, puis match à élimination directe. Personnellement, l'intérêt, non, pas vraiment. Non. Je trouve que c'est quelque chose qui est posé sur la saison de façon un petit peu superficielle. Et voilà. Bon, maintenant, si dans 3 ans, on est amené à diffuser la compétition, je dirais le contraire, hein, c'est certain. Non, mais attends, je suis pas fou non plus, hein. Mais non, c'est vrai. Mais pour l'instant, mon intérêt, il est moyen. Maintenant, attends, c'est aussi à la compétition de prouver le contraire, quoi, hein, clairement. Et je suis ouvert à Ah ça. ouais. Je ne vais pas partir bille en tête contre, mais je vais demander de voir quelque chose pour de vrai, quoi. Ouais, si tantôt il fallait demander à Sid de sauter dans la piscine, toi, il faut t'en sortir, là, Jean, en ce moment. Euh, Ah, je moi, suis pas je suis noyé un peu encore. j'étais un peu surpris de la réponse de Jean. Sid, ça me donne encore plus envie d'entendre la tienne. Je suis un peu dans la même veine que Jean. Je suis pas Ah! particulièrement excité pour par les nouvelles compétitions. C'est quelque chose que on va vivre avec, qu'on va commencer bâtir des souvenirs, et une fois qu'il y aura un historique, l'attachement va se créer auprès de la nouvelle compétition. Mais j'ai aussi envie de voir comment elle va être perçue. Je souhaite ardemment que rapidement le prestige de cette compétition ressorte, et que ce soit pas vu comme juste des matchs de pré-saison, de préparation, où on va nous sortir un peu les mêmes excuses qu'on parfois on sortait il y a quelques années lorsque les équipes d'MLS ne performaient pas en Ligue des Champions CONCACAF. Là, il y a eu un changement qui s'est fait du côté des équipes MLS, qui sont maintenant de plus en plus compétitives. Et d'ailleurs, la narrative américaine, enfin nord-américaine, sur la Ligue des Champions CONCACAF a nettement évolué maintenant que les équipes américaines sont compétitives. Et ce que je Mhm. souhaite, c'est que cette Leagues Cup soit de même nature. Et ma crainte un peu, c'est voilà, entendre des causes qui nous disent le championnat mexicain a déjà repris, donc eux ils sont à l'avance, puis nous ça veut rien dire, puis on attend tel joueur qui n'est pas encore arrivé, etc. Et qui dévaluerait la compétition en tant que telle. Si on n'est pas dans ce cas de figure, et qu'il y a vraiment une volonté d'un point de vue des clubs de MLS d'aller la gagner, de prouver qu'ils ils ont le niveau de la Liga MX, et même plus, je pense que je serais vraiment le premier comme supporter de ces matchs-là, sachant qu'aussi, surtout, l'intérêt financier que Jean a parlé. Je pensais pas forcément nécessairement avec la Comebol, mais tout simplement que les audiences les plus grandes faites aux États-Unis sont les matchs de la Ligue mexicaine. Et ça, c'est un Mhm. vrai enjeu. Et même la croissance de Univision sur le marché états-unien fait en sorte que la MLS doit réagir, doit capitaliser sur les équipes mexicaines et le public qui sont capables de générer les audiences. Et peut-être que finalement, je trouve que en soi, c'est peut-être la meilleure formule. On sait que pendant plusieurs années, on a envisagé une forme de fusion où, avec la Mhm. croissance des équipes MLS, on comprenait pas forcément comment ça pouvait s'opérer, qui serait laissé de côté de cette fusion avec la Liga MX. Je trouve que cette idée-là peut-être justement a les bénéfices, a les avantages des solutions, sans les inconvénients liés à une ligue dans laquelle Montréal devrait aller faire un match contre Club América, ou que sais-je.
Donc c'est ça. Donc, mais après, en soi, la compétition, je vais attendre de voir comment elle va être perçue par les clubs et quel niveau de sérieux, d'intérêt ils vont mettre. Et je souhaite que ce soit pas ce qu'on a chaque été, par exemple, avant la pandémie. On a l'international, l'ICC, qui est une coupe qui a les meilleurs clubs européens qui sont là, mais ils sont en tournée asiatique, au nord-américaine, et c'est purement du marketing. Et Ouais, il y a mais des matchs qui sont dignes d'une finale de Ligue des Champions, mais qui n'ont aucun intérêt. je veux juste bien cerner ce point-là avant de donner mon point de vue. Sid, là, à ma connaissance, c'est en plein été, donc pourquoi on se retrouverait, tu dis, avec des clubs comme c'est le cas en Ligue des champions CONCACAF qui sont en préparation? Bref, ton championnat, il va être stoppé pour permettre, tu vas être déjà préparé là, pour cette compétition-là. Oui, ce sera comme au niveau d'une trêve actuelle qu'on a une fois tous les 2 ans les compétitions continentales. Euh, ma crainte, c'est le niveau de sérieux qui va être mis. Je Peut-être que comprends. Mais l'argent, ouais, ouais. ouais, non, mais ça, mais c'est ça. C'est plus. Est-ce que par exemple là, les titulaires indiscutables seront présents? Est-ce qu'on va les préserver pour les séries plutôt que genre comme les impliquer dans ce tournoi-là? Mais l'argent peut être une solution à beaucoup de choses, hein. Je veux dire, dépendamment Ouais, ouais. d'une anane que tu vas avoir en gagnant, parfois le niveau de sérieux des clubs va suivre. Ouais, et la titularisation, puis Jean, je sais que tu vas ajouter quelque chose là-dessus. La titularisation de ces joueurs-là, pour moi, le facteur majeur, c'est qu'on arrête tout pendant un mois. C'est pas une compétition parallèle, c'est une compétition qui a sa fenêtre et après ça, on reprend les championnats respectifs. Jean, tu voulais ajouter quelque chose rapidement? Oui, juste une question pour le calendrier. Théoriquement, ça doit avoir lieu durant l'été, ça doit avoir lieu pour les Mexicains, ce sera normalement entre les deux championnats, entre le Oui. championnat ouverture et le championnat fermeture. Je les mets dans une autre situation alors que ce sera au milieu du championnat MLS. Bon, clairement, ça va poser un problème parce que ça veut dire que la fenêtre, elle est de fin juin à mi-août à peu près, ce qui va poser d'autres problèmes au niveau, par exemple, de la coïncidence avec des compétitions internationales. Mais ça, on en reparlera une autre fois, Ouais. parce que là, clairement, on va avoir des calendriers méchamment serrés. C'était juste Mhm. ça. Moi, les gars, je suis surpris. Je comprends votre position, mais moi, je suis pas mal plus proche d'un 8, d'un 9 que sur 10 parce que le problème avec la Ligue des champions, on l'a vécu avec l'Impact, on espère le vivre avec le CF Montréal l'année prochaine. C'est qu'à chaque fois, tu fais un reset, tu repars de zéro parce que les gens dans le marché ont perdu de vue la Ligue des champions. On était-tu là l'année passée? On l'était-tu pas? C'était contre qui qu'on jouait? Quand est-ce que ça commence? Les repères étaient, puis il y a eu aussi le fait qu'on jouait des phases de groupe des fois à l'automne. Après ça, les phases de groupe se sont jouées à l'hiver. Il y a justement, et là-dessus, je te donne tout à fait raison, Sid, le fait que ta Ligue des champions, tu commençais avec des matchs avant même que la saison MLS commence dans une réalité nord-américaine. Puis là, je parle du nord, de l'Amérique du Nord, au Canada, entre autres. C'est encore plus frappant parce que commencer au mois de février en Californie, c'est pas la fin du monde. Commencer au mois de février au stade olympique quand il fait moins 25 dehors, c'est un autre setup. Donc, d'une perspective montréalaise, moi, ce que j'aime, c'est le fait que c'est régulier. Tu vas savoir à quoi t'attendre. Tu vas connaître aussi les équipes parce qu'aller jouer contre une équipe d'Amérique centrale ou de Jamaïque que tu n'as jamais vu passer, tu dis, OK, c'est quoi la référence? Est-ce que tu peux développer une rivalité? C'est peut-être trop tôt pour parler de ça sur les premières éditions, mais à terme, tu vas les connaître, les clubs américains, puis là, tu vas avoir des repères. Moi, pour ça, je vois beaucoup plus de valeur dans cette compétition-là parce que ça va devenir un rendez-vous, alors que la Ligue des champions, c'est un peut-être, et le peut-être mène à des matchs contre des équipes qu'on connaît très peu. Même si on était pour rencontrer Club Américain encore à l'hiver prochain en Ligue des champions, je ne veux pas être plate, là, mais c'est en 2015. Ça va faire 7 ans que tu n'as pas rencontré Club América dans cette fameuse finale qui aurait pu être comme le début de quelque chose si tu rencontrais des équipes comme ça à chaque année. La dernière chose, c'est ça va rentrer comment dans le deal télé? Tu faisais des blagues tantôt, Jean, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir. 2023, c'est pas anodin qu'on commence pas en 2022. D'abord, parce que le calendrier, pour moi, aurait aucun bon sens, sachant que tu as la Coupe du Monde qui va venir en novembre au Qatar. Mais en 2023, c'est là où Don Garber, le commissaire de la Ligue, a dit tout le monde, dans tous les marchés, stop. À la fin 2022, les deals de télé
ou streaming, là, parce qu'on va être rendu là en partie, nationaux ou régionaux, et on repart à 9 avec un deal majeur en 2023. Bref, on essaye de rétablir la valeur de notre propriété. Mais là, cette compétition-là, est-ce que ça s'intègre dans le deal? Est-ce que c'est de l'argent neuf qui vient à côté avec de nouveaux diffuseurs? Parce que ça peut devenir intéressant pour une plateforme quelconque, que ce soit à la télé ou en streaming, de dire, moi, pendant un mois, je suis mur à mur avec des équipes que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir, mais pas juste pour un été, parce que vous allez les revoir l'année prochaine encore. Puis le buzz aussi que ça peut créer, je pense que MLS is back, c'est pas une référence. Tout le monde était en pandémie, puis on avait la tête à autre chose. Mais pour toutes ces raisons-là, oui, je vois en quoi ça peut devenir intéressant. Est-ce que c'est instantané? Non. Mais cette Leagues Cup-là, comparément à la Campeones Cup, qui était un match token en bon français, pour moi, à mon sens, il n'y a pas de comparaison, puis je suis pas mal plus excité. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on passe au prochain. Simplement que lorsqu'on se demande pourquoi le CF Montréal n'y était pas depuis plusieurs années, simplement parce que sportivement, ils n'ont pas mérité d'y être. Puis c'est la Ligue des Champions Oui, mais là, à on parle de Ligue des l'européenne. champions. Oui, Tout à fait, oui, non, mais, mais la valeur de la Ligue des Champions est corrélée à ton niveau de performance. Et mais la parfois, Ligue des champions, s'habitue. tu laisses là. Elle existe encore, la Ligue des champions. Là. On n'est pas en train de la remplacer. Ok, très bien, très bien. Comme c'est juste comme parce que je vais juste dire par rapport à nos auditeurs que c'est parfois normal de ne pas voir le CF Montréal aussi présent dans la Ligue des Champions s'ils ne font pas les prérequis pour y être. Et c'est vrai que si on avait pris cette habitude-là par des performances je veux dire de haut niveau, même si notre accès pour Montréalais, il est via le championnat canadien. Mais s'il y avait cette habitude-là d'être régulièrement en Ligue des Champions, pas mal certain qu'on aurait développé cette culture par rapport aux adversaires potentiels. Là, tu installes quelque chose où c'est vrai que comme tu auras toujours les mêmes, donc il y a une forme de facilité par rapport à justement cette connaissance de l'adversaire. Mais la situation dans laquelle on est, elle est aussi le fruit de performances qui ne nous permettent pas de connaître nos adversaires à l'échelle continentale. C'est super intéressant. Pour moi, il y a un aspect culturel là-dedans, parce qu'en Amérique du Nord, puis les gars, vous savez, là, moi, on n'a pas besoin de m'expliquer qu'en Europe, puis tu as tout à fait raison, en Europe, on le comprend, ça, puis ici, peut-être qu'on est un peu détaché, mais justement, on est un peu détaché ici. Ça, c'est culturellement parlant pour le format de la compétition. L'autre chose, c'est que, contrairement à l'Europe, tu as un cap salarial en MLS. Donc, tu as toujours quelque chose qui est supposé rééquilibrer les forces pour que si, à un moment donné, tu dépenses dans le tapis, regarde Toronto FC, 2-3 ans plus tard, ça va finir par te rattraper parce que tu es allé all-in pour une fenêtre de 2-3 ans. La quatrième année, c'est fort possible que tu régresses. Et ça ne veut pas dire que tu as gagné le championnat canadien entre-temps, qui est une compétition super expéditive qui mène à la Ligue des champions. Donc, pour ça, moi, la compétition parallèle, j'ai tellement pas le même feeling par rapport à la Leagues Cup que j'avais par rapport à la Nations League, où là, j'avais vraiment l'impression que c'était comme, OK, on réinvente. Là, c'est une fenêtre, c'est expéditif. Tu vas savoir quand ça se passe, contre qui ça se passe, que c'est là à chaque année. Puis, je pense que tu as vraiment moyen de développer quelque chose plus rapidement qu'avec la Nations League, où, à mon sens, là, encore dans 7 ou 8 ans, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, c'est quoi ça déjà? Je suis un peu mêlé. Si tu les qualifs de la Coupe du Monde, ça ne les tue pas. On va rester un petit peu en plan. Jean, je pense que tu avais un dernier truc à ajouter. On va passer en temps additionnel après. Non, juste pour dire que parallèlement, il y avait une refonte de la Ligue des Champions, justement au niveau de la CONCACAF, qui va créer trois zones de qualification, une Amérique centrale, une Caraïbe et une Amérique du Nord. Celle d'Amérique du Nord va être... Wow, c'est un panier. Hein. Il y aura 18 clubs. Il y aura 18 clubs uniquement de cette zone, donc MLS, Liga MX, qui seront qualifiés pour la future Ligue des Champions. Donc, ça ouvre la porte. Il y aura 2 clubs de Canadian Premier League. Ça, c'est une grosse... Personnellement, je pense ça comme une grosse nouvelle, parce que clairement, il y a un accès direct. En fait, si tu regardes d'ailleurs le fonctionnement, tu peux dire plus le champion canadien. C'est-à-dire que tu as 3 équipes canadiennes garanties. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait plus de clubs de Canadian Premier League que d'équipes canadiennes de MLS qualifiées pour la Ligue des Champions. Attends, Jean, ça se peut. Clairement. Est-ce que ça se... Là, je ne me rappelle plus. Est-ce que ça se peut qu'il y ait juste des clubs de Canadian Premier League? Si un club de Canadian Premier League gagnait
le championnat Ouais, canadien et qu'aucun club canadien en MLS ne puisse te ouais. qualifier, ouais, tu pourrais avoir 3 clubs de Première Ligue et aucun canadien de MLS. Ah! Les gars, c'est excitant, ces refontes-là de compétition. Voyons donc. Ah! Puis oui, on va être bien excités. OK. Moi, je suis on the record, là, Jean. Là. Moi, je suis excité dès le début. Toi, on va peut-être essayer OK. d'effacer ce segment-là de l'émission, mais c'est correct. J'adore ça quand tu te jettes dans la piscine comme ça. Non, mais je demande En à être temps... convaincu, c'est tout. non, non, tu as tout à fait raison. En temps additionnel, les gars, on va embrayer. Euh, Jean, si je te donne, combien en fait faudrait que je te donne pour gérer le cas Lionel Messi? Tu sais, tout ce qu'il y a autour de lui sur la prochaine saison. Waouh, beaucoup. Beaucoup parce que Pas un c'est chiffre, ça. infernal. C'est infernal, mais tu sais que dès le départ, que quand tu vas le chercher, c'est un casse-tête parce que tu prends un nombre important de responsabilités vis-à-vis de ton club, vis-à-vis de ta Mhm. ligue, vis-à-vis de joueurs, vis-à-vis du monde entier. Quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est un événement. Ça a été un événement majeur durant l'été et la présence de Messi dépasse une ligue, dépasse ton club, dépasse les compétitions. Tout le monde veut le voir, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Mexico, qu'on soit à Singapour. Bon, la présence de Messi, ok, ça allume quelque chose. On va voir le PSG jouer. Et il est certain que dès qu'il y a des petits trucs, ça va être amplifié. Sorti à un moment, et ben forcément, à un moment, sorti du match, je veux dire, Ouais. il va forcément y avoir des échos, comme ça peut arriver pour n'importe qui. Il est certain que ce n'est pas une situation qui lui est arrivée trop souvent et qu'à chaque fois que ça lui arrivait à Barcelone, il ne faut pas l'oublier, il y avait déjà ce débat-là. Donc, Mhm. il est certain que le focus est sur Messi, sur le PSG, sur la Ligue 1 et que quoi qu'il arrive, eh ben, ça va être toujours compliqué. Ça va être compliqué parce que dès qu'il y a une petite blessure, tu sais que tu l'as pris pas pour gagner la Ligue 1, tu l'as pris pour aller quelque part ailleurs. Un Il est match. certain que tu veux Un pas. match. Hmm? Un Un match. match. Yeah. La Ligue des champions, Yeah. la finale au mois de Right. mai. That's it. C'est là-dessus que That's tout ça it. va se juger. Donc, clairement, tu ne veux pas hypothéquer sa présence. Tu ne veux pas hypothéquer au moment où tu vas jouer non plus Manchester City, tu vas jouer les matchs de gala de Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux le préserver. Mais attends, tu veux le préserver, tu ne vas pas dire non plus aux spectateurs qui vont venir le voir en Ligue 1, ben non, on va pas vous mettre Messi parce qu'on a d'autres choses à faire un peu plus importantes. Donc, clairement, c'est un casse-tête monumental à gérer. Moi, je continue à pas comprendre sa décision d'aller à Paris. Je comprends le glamour, je comprends l'argent, je comprends les ambitions de la Ligue des champions, mais tu as tellement à perdre. Si Messi ne marque pas en 15 matchs, on va dire que Messi, Non, ça ne marche clairement. pas. Si Messi en marque 15 en 15, on va dire que Messi, ça ne marche pas, c'est pas là qu'il aurait dû aller. Puis de toute Yeah. façon, la Ligue 1, c'est en dessous de lui, puis il était au-dessus du lot. C'est normal qu'il en marque. Il n'y a rien à gagner à part 90 minutes au mois de mai. Tout se joue là. C'est tellement. Tu sais, je donnais l'exemple hier à des collègues à la radio. C'est comme aller all-in au casino, tu gagnes, tu remets all-in, tu gagnes, tu remets all-in, tu gagnes. Puis là, le moton que tu as, c'est ça la finale de la Ligue des Champions pour Lionel Messi puis le Paris Yeah. Saint-Germain. Et tout ce que tu as sur 90 minutes. Imagine qu'il t'arrive la même chose qui est arrivé à Mo Salah contre Sergio Ramos en 2018. Tu te blesses en début de match. Fini, catastrophe. Tout ça pour un. C'est sévère parce que moi, j'admire beaucoup Lionel Messi. Et je trouve juste que ce scénario-là lui donne très, très peu à gagner. En fait, beaucoup à gagner, mais très peu d'opportunités de prouver que ça valait la peine. Ça va se passer sur un match, puis ça, les gars, je vous promets, je vais vous le répéter toute la saison parce que j'ai l'impression que ça va être un cirque monumental, Lionel Messi, jusqu'à ce qu'on se rende, si évidemment le PSG est qualifié, en grande finale de Ligue des champions. On va rester en France, Sid. Qu'est-ce qui se passe avec les supporters? Est-ce que c'est une question de société? Est-ce que c'est un problème relié au soccer? Est-ce que c'est un problème relié au stade? Qu'est-ce que tu en fais? Ah, un peu de tout ça. En tout cas, il se passe des événements
avec leurs fréquences qui sont vraiment particuliers parce que des envahissements de terrain, des Mhm. choses, il y a déjà arrivé en France, mais que ce soit aussi fréquent d'avoir des problèmes et sur autant de pelouses différentes, alors qu'avant tu aurais pu peut-être pointer une partie de groupes de supporters, ça c'est très très particulier. Donc là, à la dernière journée, on a eu des débordements du côté de Lille-Lens où les supporters lensois ont envahi la pelouse parce que les supporters lillois attaquaient les sections famille du côté de Bollaert, le stade de Lens. On a Mhm. eu les supporters marseillais en déplacement qui sont partis, qui ont envahi la pelouse aussi, qui sont partis se battre avec les supporters de Angevin, donc d'Angers. Il y a eu des incidents ou des bus caillassés, je pense que c'était du côté de Montpellier-Bordeaux. Et ça, on est sur une seule journée. Et ça s'ajoute à les Marseille-Nice dont on avait parlé. Le match précédent de Marseille où des joueurs aussi ont reçu des projectiles. C'est un ajout, On a des supporters lyonnais au Parc des Princes qui se sont ont eu des mauvais comportements. Notamment, il y a une histoire qui circule beaucoup en France d'un jeune garçon qui est à l'hôpital en ce moment. Et beaucoup de ces histoires-là ont fait surface, puisque l'an passé, c'était à huis clos partout en France. Et puis que je te Mhm. dirais que les années précédentes, oui, il y a toujours eu des débordements et autres, mais Mais pas jamais à aussi cette fréquents. échelle-là. Donc, Ouais. non, pas à cette échelle-là. Aujourd'hui, donc voilà, oui, la question se pose de la présence des supporters en déplacement. Le préfet du côté de Lyon-Saint-Etienne a déjà décidé qu'il n'y aura pas de supporters du club. Donc, je ne sais pas si c'est Lyon qui reçoit ou c'est Saint-Étienne qui reçoit, mais en tout cas, il n'y aura pas de supporters de l'autre équipe. Et je crois que ce type d'arrêtés préfectoraux vont se multiplier tant qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et les solutions vont au-delà de la LFP qui doit taper sur les dos. Je pense que c'est un peu trop facile, on s'engouffre dans quelque chose où si ça avait été plus sévère pour Marseille, pour Nice-Marseille, à ce moment-ci, il n'y aurait pas eu tout ça. Non, on voit qu'il y a un problème qui est encore plus profond de l'organisation des droits en fait de la gestion des événements dans les stades. Mm. Il faut savoir que d'un point de vue purement civil, si je puis dire, euh, les pouvoirs publics préfèrent que les problèmes de stade restent dans les stades. Donc, et les responsables des problèmes qui arrivent dans les stades, ce sont les organisateurs de l'événement. Donc, à ce moment-ci, les organisateurs, il faut un stadier, c'est pas un policier. Il a des responsabilités, mais il n'a pas des pouvoirs sur d'autres Mhm. citoyens et ils sont généralement pas en nombre suffisant pour contenir des foules. Donc là, il y a une question qui doit se reposer sur la présence, les présences policières et la capacité aussi, surtout d'ailleurs, de pouvoir punir les personnes qui font des agissements voilà, contraires aux valeurs de l'organisation. Et c'est sur ça que l'enjeu se pose. Donc, on est un enjeu qui devient un peu politique, mais surtout qui va devenir judiciaire sur la responsabilité, sur les partages de responsabilités, parce que bon, comme ça prendra beaucoup de choses, comme tu le dis, c'est dans la société qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, Mhm. mais pas qui justifient, mais qui amènent un climat pour ce type d'événements, mais il y a structurellement des manques dans la manière la manière de gérer les supporters en France. Mais je pense qu'en France, on a aussi la crainte, et je finirai sur ça, on veut bien faire. Et on veut bien faire, c'est-à-dire que, on parle souvent de l'exemple anglais. L'exemple anglais, donc, comme d'augmenter les billets de 400% et de virer toute la classe populaire comme des stades, les aseptiser complètement. Il n'y a peut-être pas la base de supporters pour réussir cette purge qui a été faite dans les années 80-90 et il n'y a pas peut-être eu des événements suffisamment graves, c'est triste à dire, mais Ah pour ouais. arriver à avoir cette traction politique pour faire ces changements-là. Donc on veut peut-être arriver à l'Allemagne, qui est un peu le meilleur des deux mondes, où il y a une grosse culture supporter, comme ultra, c'est peut-être pas comme ça qu'ils s'appellent là-bas, mais en tout cas les tifos, l'ambiance, etc., sans le côté négatif des débordements et des excès qu'on peut retrouver, qu'on retrouvait en Angleterre, qu'on retrouve parfois en Italie, qu'on retrouve en France et aussi dans les pays de l'Europe de l'Est, pas mal. Ouais, tu parles d'équilibre, Sid. Je pense que c'est un bon exemple. En Angleterre, en ce moment, on est en train de faire des essais pour du safe standing dans les estrades avec des barrières qui empêcheraient de voir ce que tu vois encore maintenant beaucoup
en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple, tu sais, un rush en arrière du but alors que tout le monde va du haut de la tribune, descend quand il y a un but. Bien, ça permettrait à tout le monde d'être debout, de chanter, d'avoir un petit peu plus d'ambiance et d'action, mais ça ne permettrait pas de monter ou descendre. Éventuellement, ça va être intéressant de surveiller comment ces tests-là fonctionneront et si ça deviendra monnaie courante dans les stades en Angleterre. Justement, Jean, parlant de l'Angleterre, toi qui es grand fan de foot et de musique, Wolves Records, t'as pensé quoi de ça? J'adore ça, moi. Ah, là, c'est 10. Là, c'est 10, tu vois. Non, non, je trouve que c'est une super idée. Wolverhampton a décidé de s'associer. Non, non, attends. A décidé de s'associer avec Warner Music, qui est une énorme compagnie. Warner, c'est vraiment le top. Mhm. Qui a des mains partout dans tous les secteurs, que ce soit la distribution, la production, etc. Donc, pour promouvoir d'abord un label de disques, donc Wolverhampton, World's Record, pour promouvoir au départ des artistes locaux. Et je trouve que dans l'idée du branding, c'est génial. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est faire quelque chose en étant à sa façon impliqué quand même dans un tissu social parce que c'est Birmingham et que Birmingham, c'est quand même le foyer de culturellement et musicalement, ça a toujours été quelque chose de fort. On remonte à la fin des années 70 où c'était Birmingham, Coventry, avec tout le mouvement ska, Two Tones, etc., qui a été génial. Donc, si tu arrives à faire ça, si tu avais arrivé à l'époque à générer, à fédérer tout ça, waouh, ça aurait été quelque chose d'incroyable. Enfin, là, je trouve que Birmingham est une ville qui bouge énormément et qui a vraiment une ville qui l'a eu, Wolverhampton étant collé à Birmingham, hein, ok. Et que c'est une idée, je trouve qui est, sont pas les premiers. Je pense que Marseille l'a fait aussi. Il y a eu OM Records mais qui était un peu plus peut-être confidentiel, qui était plus hip-hop, etc. Alors que là, ça se veut complètement ouvert. L'un des chefs de projet, c'est Robert Plant, qui est la voix de Led Zepp, hein, pour Robert Plant et Led Zepp, quand même. Donc, sans chercher quelqu'un quand même de très, très haut de gamme, même s'il date un petit peu. Mais non, je trouve que le projet est beau et est capable peut-être d'amener, de forcer l'éclosion et la création et le fourmillement de peut-être un petit peu de nouvelles, de nouveaux artistes, de nouveaux groupes, de nouveaux messages, de nouvelles idées. Et qui s'adresse à une scène, clairement, là je prenais un exemple d'il y a 30-40 ans, mais clairement à un public d'aujourd'hui et à des artistes d'aujourd'hui. Ouais, ce que je comprends dans tout ça, Jean Gounel, c'est que pour toi, si on te parle de musique des Midlands anglais, c'est pouce en l'air. Si on te demande de mettre la bamba, peut-être que tu vas être moins convaincu. C'est ce que je constate des dernières minutes. Exagère un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est très... En fait, je te dirais pas même que c'est totalement malhonnête. Bon, c'est ça, mais c'est quand même un peu malhonnête intellectuellement de ma part. Bon, les gars, sujet chaud, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Ben, tu vas peut-être répéter ce que tu as dit tout à l'heure, peut-être que tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Sid, on va y aller avec toi. Mathias Chabot dit: qu'avez-vous pensé de la performance d'Emmanuel Maciel contre Halifax? À mes yeux, il était au centre de toutes les erreurs défensives sans rien apporter de concret vers l'avant. Je vais te la poser différemment parce que tu as dit tantôt, et je suis d'accord avec toi, que ça a été décevant pour lui. Éventuellement, là, je me rappelle pas de sa situation contractuelle exactement, mais c'est une option à exercer ou non, un contrat à reconduire ou non. Est-ce qu'au bout du contrat présent de Maciel avec Montréal, c'est terminé à ton sens, Sid? Ça va dépendre de Zouhir, de Koné. Ça va dépendre aussi, genre, comme la capacité à Hamdi de s'imposer dans un poste un peu hybride là,
allez, de 6,5 si je puis dire. Mais je pense que Maciel part avec beaucoup de retard et qu'on est très loin voilà, de sa fameuse passe lors de MLS is back l'an passé et des promesses que son jeu long et un peu même sa grinta, même s'il il a accumulé beaucoup de cartons rouges, nous laissaient présager. Et là, c'est vrai que face à une opposition qui est sur papier comme largement prenable, on n'a pas senti un joueur qui était au-dessus, et c'est là que ça pose problème. Et oui, moi j'ai tweeté, sa perte de balle, elle est vraiment grossière. Maintenant, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de la suffisance comme d'emmener son ballon comme ça? Est-ce que c'est du un manque de rythme? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent et puis parce que après derrière la frappe elle est quand même magnifique. Euh, je trouve que d'un côté de Maciel, je pense qu'on doit quand même se poser pas mal de questions sur cette fin de saison. Parce que comme je disais, quand je compare à Samuel Piette, dont on a voulu lui faire un concurrent, c'était quasiment le jour et la nuit entre les deux sur la performance d'hier. Et surtout même en termes d'attitude. Vraiment, je veux revenir sur ça. L'attitude de Piette, c'était on ne perd pas, on ne va pas se faire éliminer. Et il a entraîné quatre autres joueurs dans cette mentalité-là, dont Balou. Et non, mais les gars, on ne va pas au penalty, là, je vous le dis tout de suite. Et c'est là où je trouve que comme l'écart se creuse, et sachant qu'on voit ce que Hamdi a apporté en deuxième mi-temps au match contre le Fire, ça devient de plus en plus compliqué. Donc maintenant, tu as un joueur, un statut étranger, tu as deux jeunes qui poussent, qui jouent sensiblement la même position, qui sont des joueurs de ton académie ou des joueurs locaux. Donc voilà, oui, la question se pose effectivement pour la suite, pour Maciel. Oui. Et éventuellement, tu as aussi Mathieu Choignard qui peut jouer là. Je sais qu'en ce moment, il joue dans les couloirs, mais on avait justifié le départ de Marseille-Ditch entre autres, parce que Choignard était capable de faire en dépannage. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que tu dépannes le dépannage de Choignard dans les couloirs parce qu'il est devenu, il est devenu indispensable. Mais éventuellement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as trop d'alternatives qui sont soit plus jeunes ou avec au minimum le même potentiel que Maciel pour vraiment investir massivement en lui. Je pense que c'est une version un peu améliorée de Ken Krolicki, dans le fond. Puis éventuellement, on va le voir partir, puis c'est plate à dire, mais on s'en rappellera plus trop dans quelques années. Il va avoir pris des minutes, oui, mais éventuellement, je pense qu'on va passer à autre chose. Il y a une nouvelle qui est tombée, on n'en a pas parlé encore cette semaine. 3 nouveaux adjoints annoncés dans le staff de Wilfried Nancy. 2 gars qui arrivent de Bologne, Francesco Morara, qui est entraîneur des U15, Stefano Pasquali, qui était préparateur physique. Il y a Antoine Guldner, qui a déjà passé du temps en MLS avec le club, qui est depuis 10 ans maintenant préparateur mental avec l'Académie, qui est aussi promu dans le staff de Wilfried Nancy. Et M. Foot nous pose une question par rapport à ça. Ça va être pour toi, Jean. L'apport des nouveaux coachs est pour aider à la réussite de l'équipe et de son entraîneur, mais toutes les ressources doivent-elles obligatoirement être trouvées à l'interne? Là, je présume là-dessus que l'interne, ça inclut Bologne aussi. Monsieur Foot termine en disant, n'y avait-il pas des profils plus qualifiés, entre guillemets, et plus complémentaires du staff actuel à trouver? Là, juste pour être carte sur table, transparent, on n'a pas eu d'explication au-delà du communiqué de presse par rapport à ça. Pas de questions non plus qui ont été posées là, après la rencontre contre Halifax à Wilfried Nancy sur les nouveaux membres de son staff. Mais ta réflexion sur la question de M. Foot, Jean, ce serait quoi? Je crois que oui, pour répondre à sa question directement, je pense qu'il y a une demande de la part de Wilfried Nancy conjointement avec Olivier Renard. Je pense que là, il y a une volonté, et que la volonté, elle est de regarder ce qui est disponible, le personnel qui est disponible rapidement, qui peut vraiment venir donner un coup de main. Est-ce que c'est pour du long terme ou est-ce que c'est sur les 3 mois qui viennent? Je ne sais pas. Parce que là, comme tu dis, on n'a pas vraiment... Mais là-dessus, Jean, en tout cas, si c'est pour les 4 mois qui viennent, là, je suis à terre. Ça, je suis vraiment, vraiment surpris. Moi, j'ose espérer que c'est minimum jusqu'à la fin 2022. Je pense aussi. Pour l'instant, comme tu dis, on n'a pas eu encore vraiment de réponse. Hein? Mais on peut considérer, on peut envisager quand même qu'effectivement, il y a une durée parce que de ce qu'on voit là actuellement, l'environnement du club devrait peu bouger, je pense, dans les mois qui viennent. Donc, je crois que c'est fait pour étoffer l'environnement du club et l'environnement essentiellement des joueurs, du groupe.
Mhm. et que c'est sans doute la solution la plus intéressante. Peut-être qu'effectivement, bon, la possibilité de prêter, là aussi, on ne connaît pas exactement les conditions de l'arrivée de ces personnes-là, prêter ou de faire déplacer du monde, mais que dans un premier temps, on regarde cette piste-là, vu l'accord qui existe entre les deux clubs, ça ne me dérange pas et je trouve ça quand même relativement normal. Moi, ça me dérange moins que ça m'aurait dérangé il y a 3 ou 4 ans où, tu sais, on était en mode, on va chercher Dejan Boldor parce que Bologne veut plus Dejan Boldor. Puis nous, ben, OK, Oui, why not Coconut? On va le ramasser, puis on va essayer de faire passer ça comme une bonne nouvelle dans un marché des transferts oui. estival où il se passait à peu près rien, à part, je pense que c'est cette année-là que Samuel Piette est arrivé. Là, tu es allé chercher du staff, tu as promu à l'interne, tu es allé chercher à l'extérieur, tu as ramené Laurent Simon, tu as monté Jason DiTullio malheureusement, a été obligé de stopper en cours de campagne. Puis, tu sais, tu as quand même beaucoup fait tourner ton effectif. Ton entraîneur-chef est parti à l'hiver. Ton entraîneur des gardiens est parti à l'été. Ton entraîneur adjoint, Jason DiTullio, a été obligé de partir pour des traitements puis des chirurgies au cerveau pour un cancer du cerveau. Ça a beaucoup tourné dans cet effectif-là. L'autre chose, Kwame Ampadu, est-ce qu'il reste l'année prochaine ou il veut rentrer en Europe? Ça doit faire un bout de temps qu'il n'a pas vu sa famille, lui. Tu sais, c'est un paquet de facteurs qui font en sorte qu'en ce moment, moi, je peux comprendre qu'on décide de le faire tout de suite et pas au début de la saison prochaine. Mais je peux pas croire, tu fais bien de soulever la question quand même, Jean. Je peux pas croire que c'est juste pour la fin de campagne parce qu'en ce moment, ça tient. Là. Les résultats, moi, je ne Ouais. toucherais pas trop à l'équilibre si ce n'était pas en espérant que ça va payer encore plus en 2022. Mais Sid, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que toi, l'arrivée d'Antoine Gullner, le préparateur mental, c'est peut-être celui des trois qui, je ne veux pas dire t'intrigue parce qu'il y a comme une connotation négative, qui t'intéresse le plus, surtout dans le contexte actuel, de l'équipe, mais de la société de manière générale. Ah oui, de très loin, c'est très loin et sans offense, aux 2, coachs qui rejoignent le staff technique. Je pense que On ne connaît pas le de toute façon. oui, c'est ça, mais c'est vrai que comme sur papier, vraiment le fait qu'il y ait un préparateur, mental, coach, psychologue qui rejoignent le groupe, c'est tellement, tellement précieux. On les joueurs sont tellement sujets de plus en plus, à des situations, des épisodes, des moments, des dépressifs, de burn-out, de gestion, de la pression, des critiques venues des réseaux sociaux ou des attentes d'un entourage. Maintenir un groupe performant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Un coach comme Marcelo Bielsa a renouvelé avec Leeds à la deuxième semaine de août, ou à la première ou deuxième semaine, et indiqué qu'il a attendu aussi tardivement parce qu'il n'était pas certain d'avoir les ressorts pour maintenir le niveau de performance que les joueurs ont eu en première saison, et que mentalement, c'était ça qui était le plus compliqué. Il parlait même pas de football, c'était Mhm. mentalement que c'était le plus compliqué. Et je crois que d'avoir cette conscience-là, d'un point de vue d'Olivier Renard, de Wilfried Nancy, qui sont sûrement les architectes de cette décision, c'est très 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 fin de leur part, et j'ai hâte en fait justement de pouvoir même en parler avec Antoine Gullner, donc comme de voir comme il voit son rôle, comme c'est quoi, c'est un peu ses méthodes, la fréquence à laquelle il va pouvoir rencontrer les joueurs, et voir aussi les effets que peut-être que lui, des profils psychologiques qu'il va pouvoir dresser des joueurs de l'effectif, de ce qu'il va pouvoir donner au coach pour qu'il puisse ajuster. Et pour ceux Mhm. qui doutent parfois de l'importance de ça, au-delà d'un contexte sportif, et là on peut les nommer, il y en a plein des sportifs qui parlent de santé mentale. Mason Toy, Jonathan Drouin. simplement Mason. Oui, non, Ouais, ouais, non, mais mais comme c'était l'exemple à extérieur. Mais je mhm. voulais parler de l'effet. À partir du moment où Ouais. Wilfried Nancy a pu s'asseoir avec Mason Toy, parler, comprendre un peu son psyché, si je puis dire, comme son perfectionnisme, ses doutes, des choses qui ont fait qu'il a moins performé lors de son arrivée de Minnesota, il a su trouver comme les ressorts afin de le mettre sur la bonne track. Entre guillemets, c'est le même joueur. C'est simplement que ta connaissance du joueur et ton approche envers lui fait en sorte que tu es capable d'en tirer plus d'un point de vue performance. Donc là, c'est ça aussi, comme l'apport de tout ça. Et ça, après, bon, il y a évidemment, quand tu parles de Jonathan Drouin, comme on s'en parlait Mhm. de Naomi Osaka, à loin de s'en foot, et il y a tellement d'athlètes aussi qui subissent qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin d'avoir des personnes qui les empêchent
d'arriver à ce stade-là où quand ils sont là, c'est qu'ils ont d'une certaine part déjà un peu trop tard, déjà un peu brisé, et arriver à, voilà, à prévenir ces situations. Deux questions en terminant. Ced, on va y aller avec toi encore avec celle de Foot 12 qui dit avec les fins de contrat de Rudy Camacho, entre parenthèses, qui coûte cher, ça c'est Foot 12 qui le dit, et Struna qui est non vacciné, encore une fois, c'est Foot 12 qui le dit. À quoi ressemblera la défense centrale l'an prochain? On resigne, on recrute des jeunes de l'académie? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une très bonne question de Faute 12, parce que bon, Rudy Camacho, les négociations sont en cours. Il est certain qu'elles ne seront pas au même montant que de son précédent contrat. Et c'est ça qui fera peut-être durer les négociations de prolongation. Mais l'intérêt du club, il est là, mais pas à ce prix-là. Donc parfois, tu peux après jouer sur la durée du contrat, parce que c'est ça aussi comme le gros levier qu'ont les clubs. Du côté de Kiki Strona, je pense que c'est pas viable c'était déjà pas viable cet été, ce sera pas plus tard. Et il coûte cher aussi, il coûte très cher Kiki Strona. Ça par contre, moi j'ai pas de problème à le dire. Maintenant, les deux joueurs aussi peuvent se rendre compte qu'ils sont dans une situation où peut-être que le club est peut-être mal pris si les deux partent en même temps, parce que derrière, c'est quand même Waterman, il y a Miller, certes, mais je pense que il y a quand même un écart lorsque ces deux joueurs-là ne sont pas présents dans l'effectif. Donc, je sais que Thorkelsson est aussi arrivé dans cette optique-là, de pouvoir anticiper un départ, mais on parle encore d'un projet, d'un jeune, il a 19 ans, le jeune, il s'est blessé, mais voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un jeu de négociation, un jeu de pouvoir, il y aura un jeu de timing aussi, et il y a un des deux joueurs qui va sûrement réussir à s'engouffrer dedans, mais à ce stade-ci, on est quasiment à 2 millions pour les deux joueurs. C'est trop. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est Rudy Camacho ou personne. Tu ne garderas pas Kiki Struna. C'est déjà qu'il y avait de l'intérêt de l'Italie. Oui, il a fait un travail plus connaître, mais est-ce que tu vas bâtir autour de lui? Est-ce que c'est le gars qui va être capable d'être ce que Rudy Camacho a été cette saison, sachant qu'il coûte encore plus cher que Rudy Camacho, qui déjà, ça c'est débattable, empoche une somme importante. Bref, ça va être à surveiller d'ici la fin de saison ou peut-être au bilan de fin de saison. On termine avec la question du staff, Jean. Les sanctions envers la Hongrie qui devra payer 217 000 en amende et un match qui sera joué à huis clos. Ça, c'est en qualification en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Est-ce que ces sanctions-là pour des incidents racistes en Hongrie sont suffisantes? Non. Non, clairement pas. Clairement pas. Pour la somme qui est nettement plus conséquente que ce que l'UEFA avait donné comme amende précédemment. C'est nettement plus élevé, c'est un peu plus, ok, c'est un peu plus de sens, sachant que c'est à la fédération et on a déjà quand même un petit peu abordé le sujet. Les fédérations ne roulent pas sur l'or, ce ne sont pas des clubs, hein, donc c'est une somme quand même qui est un peu plus, qui les cogne un petit peu plus. Ils ne sont pas à la rue, hein, clairement, ils ne sont pas ruinés avec cette amende-là. Mais cette amende-là, conjointement avec un match de suspension, non, c'est encore une rigolade. C'est, mine de rien, le quatrième incident en 5 ans en Hongrie. À chaque fois, ils sont tapés sur les doigts en disant la prochaine fois, c'est pas bien. La prochaine fois, vous allez. Tiens, là, on va vous mettre un match avec sursis. Et puis, ça se reproduit, ça reproduit. 2017, 2018, 2 fois en 2021, à l'Euro et lors du match contre l'Angleterre. Et tu aboutis au bout du compte avec donc, un des dossiers disciplinaires les plus lourds qui existent actuellement en Europe. Et tu arrives à quoi? Un match à huis clos? Non, je m'excuse, mais si tu veux faire passer un message, et me dis pas c'est tolérance zéro, parce que ta tolérance, au contraire, c'est une passoire. Donc non, clairement, ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout. Mais ce serait quoi? Enlever des points? Retirer des points? Oui. Ah ouais, carrément. Je veux dire, on a vu des situations où des sélections nationales étaient interdites de compétition internationale. Le Mexique a été privé d'une Coupe du Monde, de qualif de Coupe du Monde et d'une Coupe du Monde, parce qu'ils avaient, à première vue, triché sur l'âge d'un joueur pour une compétition U17.
On jase, là. Et OK. Et ça, c'était il y a 30 ans de ça. Donc, clairement, tu es capable d'aller loin. Tu es quand même capable d'aller loin pour sanctionner une équipe. Ça, c'était donc la CONCACAF, et c'était dans un environnement qui était un peu spécial. Mais il n'empêche que si tu veux vraiment, vraiment être conséquent, oui, maintenant, tu es en train d'envisager déduction de points ou suspension des interdictions de disputer les éliminatoires ou une phase finale d'un tournoi. Ouais, clairement. Ouais, et tu sais, je sais que c'est pas les mêmes instances qui décident, mais c'est une incohérence monumentale. Plus tôt cette année, on empêche Munich de mettre le drapeau, Yeah. un arc-en-ciel sur le stade pour pas froisser la Hongrie, qui a des positions politiques particulières. On dit qu'on veut pas entrer dans le politique parce que les Hongrois ont des lois qui sont considérées, puis je pense qu'on peut le dire carrément, homophobes. Et là, Mhm. tout d'un coup, on fait tomber le couperet pour des sanctions, mais c'est un couperet à moitié coupant. Tu sais, bref, moi, les retirer d'une compétition, that's it, c'est fini. Puis oui, il y aura Complètement. des gens pas contents, mais ou enlève-leur 3, 6 points, puis allez-y. Après ça, trouvez le moyen de Totalement. revenir de ça. Je pense que c'est la sanction Mhm. la plus importante. C'est un privilège de pouvoir se déplacer dans les stades. Les gars, sur la prochaine semaine, Sid, on commence par toi. Tu surveilles quoi? Le remake de la finale de Ligue des Champions, Manchester City contre Chelsea. C'est sûrement les deux plus fortes équipes d'Europe, donc c'était le Bayern. Non, non, j'ai très hâte à voir ce match. On sait que Tuchel, il a souvent le numéro là, de Pep, et on va voir si Mhm. ça se poursuit ce samedi. Toi, Jean, je présume que c'est écouter un single de Wolves Records. Fouiller, aller voir exactement ouais, vous accorde est capable d'aller. Ouais, ouais, je vais écouter ce qui se passe sur la scène Birmingham. Non, c'est certain, Chelsea c'est vraiment un des clubs qui m'intéresse bien en début de saison parce qu'il y a quelque chose à avoir. Mais il y a des choses importantes là. Qu'est-ce qui va se passer avec Koeman à Barcelone? Parce que ça va être pas mal Ah ouais. chaud. Et puis, quelque chose sur le début de semaine prochaine, le retour de la Ligue des Champions avec. On va commencer à avoir quelques affiches quand même pas mal intéressantes. Et clairement, c'est quoi? C'est PSG City qu'on va voir. Bon, Mhm. ben, ouais, ouais, ça m'intéresse un peu quand même. On va avoir l'occasion justement d'en parler la semaine prochaine. Les gars, toujours un plaisir. De même. Merci, merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous poser vos questions. Continuez de le faire chaque semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF et de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio ou sur toutes vos plateformes préférées.